J'avais 71 ans le jour où j'ai compris que mon propre fils voulait me voler tout ce que je possédais. Ce matin-là, dans cette banque froide de Lyon, quand il a posé le stylo dans ma main tremblante en me disant de signer sans lire, quand ma belle-fille a enfoncé ses ongles dans mon bras jusqu'à me faire mal, j'ai senti que ma vie basculait dans un abîme dont je ne sortirais peut-être jamais. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que derrière cette trahison se cachait un secret bien plus sombre, un homme bien plus dangereux, et une menace qui pesait sur ce que j'avais de plus précieux au monde, ma petite fille, sourde de 12 ans. Cette histoire est la mienne, celle d'une vieille femme qui a dû choisir entre protéger son fils ou sauver son âme, celle d'une grand-mère qui a découvert que l'amour véritable exige parfois un courage féroce, et celle d'une survivante qui a appris que la dignité n'a pas d'âge et que même une main tremblante peut écrire les mots qui changeront tout. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce levé et à me dire en commentaire d'où vous nous regardez. Votre soutien compte énormément. J'avais 71 ans ce matin-là, et mes mains tremblaient déjà depuis des mois. Pas seulement à cause de l'âge, non. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui venait du ventre, de cette peur sourde qui vous réveille à 3 heures du matin et ne vous lâche plus. Lyon était grise sous le crachin de novembre, et le vent de la guillotière me transperçait les os tandis que je marchais entre Baptiste, mon fils unique, et Noémie, ma belle-fille. Ils me tenaient chacun par un bras, comme si j'étais une vieille chose fragile qu'on promène. Mais ce n'était pas de la tendresse. Non, c'était autre chose. « Maman, dépêche-toi, on va être en retard », me pressait Baptiste sans me regarder dans les yeux. Il fixait la façade grise de la banque populaire comme un homme qui a rendez-vous avec son destin. Noémie, elle, serrait mon bras gauche avec une force qui me faisait mal. Ses ongles s'enfonçaient à travers mon manteau en laine, et je sentais la chaleur étrange de sa paume moite contre ma peau. « Ce n'est qu'une formalité, belle maman », susurrait-elle avec ce sourire qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux. Des mises à jour de documents, rien de plus. Vous n'avez même pas besoin de lire. Quelque chose en moi criait, quelque chose d'ancien, d'instinctif, comme une bête qui sent le piège avant de le voir. Mais j'ai continué à marcher, parce que c'était mon fils. Parce qu'on ne soupçonne pas son propre sang, n'est-ce pas? On ne peut pas imaginer que celui qu'on a porté, nourri, consolé pendant 38 ans, puisse vous trahir. La porte vitrée de la banque s'est ouverte avec un souffle d'air chaud qui sentait le papier et l'encre. Madame Leroy, la directrice, nous attendait derrière son bureau. Je la connaissais depuis des années. C'était elle qui avait géré le compte de mon défunt mari, qui m'avait aidé après sa mort à organiser mes finances. Elle avait un visage carré, des lunettes fines, et ce regard perçant des femmes qui ont vu défiler trop de drames humains pour encore s'étonner. « Bonjour, Madame Chevalier », m'a-t-elle salué avec une politesse professionnelle. Puis, se tournant vers Baptiste, « Monsieur, Madame », un hochement de tête pour Noémie, rapide, distant. On m'a fait asseoir. Le fauteuil en cuir était froid contre mes cuisses. Baptiste s'est installé à ma droite, Noémie à ma gauche, si proche que je sentais son parfum entêtant. Quelque chose de sucré et d'écœurant qui me donnait mal à la tête. Un jeune employé a apporté une chemise cartonnée beige, épaisse, remplie de papier. « Voilà », a dit Madame Leroy en ouvrant le dossier. « Comme convenu lors de votre appel de la semaine dernière, Monsieur Chevalier. » Appel? Quel appel? On ne m'avait parlé de rien. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Baptiste a poussé les documents vers moi d'un geste sec. « Signe maman. C'est juste une actualisation administrative, pour simplifier la gestion si jamais il t'arrive quelque chose. » J'ai regardé les papiers. Des lignes et des lignes de texte serrés, avec des mots que je ne comprenais pas. Procuration générale, plein pouvoir, transfert de propriété. Mes yeux ne voyaient plus bien les petites lettres. J'ai cherché mes lunettes dans mon sac, mais Noémie a posé sa main sur la mienne fermement. « Pas besoin de lunettes, belle maman. Vous nous faites confiance, n'est-ce pas ?» Sa voix douce, mais ses doigts étaient des griffes. Elle serrait mon poignet si fort que j'ai senti mes articulations craquer. J'ai levé les yeux vers Baptiste, mon fils, mon petit garçon qui pleurait dans mes bras quand il avait peur de l'orage. L'homme qui m'avait juré, le jour de l'enterrement de son père, qu'il prendrait soin de moi jusqu'à mon dernier souffle. Il ne me regardait pas. Ses yeux fuyaient les miens comme ceux d'un chien battu. « Baptiste ?» ai-je murmuré. Ma voix tremblait. « Signe, maman. Arrête de faire l'enfant. » L'enfant. Il m'appelait l'enfant. Moi, qui l'avais élevé seul pendant 3 ans après que son père avait perdu son travail. Moi qui avais travaillé comme couturière jusqu'à muser les doigts pour payer ses études de comptabilité.
Madame Leroy nous observait, silencieuse. Son regard allait de moi à Baptiste, de Baptiste à Noémie. Je l'ai vu froncer imperceptiblement les sourcils. Le jeune employé a tendu un stylo bleu vers moi. Un stylo ordinaire, le genre qu'on trouve dans tous les bureaux de France. Mais quand mes doigts l'ont pris, il m'a semblé peser des tonnes. « Allez, maman !» a insisté Baptiste. Et pour la première fois, j'ai entendu quelque chose dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. De l'urgence, du désespoir même. « Signe, et on rentre à la maison. Tu pourras regarder ton feuilleton tranquillement cet après-midi. » Mon feuilleton, comme si ma vie se résumait à ça, comme si j'étais déjà morte et qu'ils attendaient juste de m'enterrer. J'ai baissé les yeux sur le papier. La ligne pointillée attendait ma signature. Et c'est là que j'ai compris, vraiment compris. Ce n'était pas une mise à jour. Ce n'était pas une simple formalité. C'était un vol. Il voulait me voler. Mon appartement de la rue de la République, celui que j'avais acheté avec l'argent de la vente de la maison de campagne de mes parents. Mon compte épargne, celui où je mettais de côté depuis 15 ans pour Élodie, ma petite fille sourde, pour qu'elle puisse avoir des appareils auditifs performants, une bonne école, un avenir. Noémie a resserré son emprise sur mon bras. Ses ongles se sont enfoncés dans ma chair à travers le pull. La douleur était vive, brûlante. J'ai levé les yeux vers Madame Leroy. Elle me fixait, et dans son regard j'ai vu quelque chose. Une invitation silencieuse, une ouverture. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. Au lieu de signer mon nom, Mireille Chevalier, j'ai écrit, de ma plus belle écriture malgré le tremblement, Socorro, isto sendo forcada et ameaçada. Non, attendez. Mes pensées se mélangeaient. J'ai barré maladroitement et recommencé en français. Les lettres tremblantes mais lisibles. Au secours. On me force. Je suis menacé. J'ai repoussé le papier vers Madame Leroy comme on tend une bouée de sauvetage. Le silence qui a suivi a duré une éternité. Ou peut-être 2 secondes. Je ne sais plus. Le temps s'était arrêté. Madame Leroy a pris le document, l'a regardé. Ses yeux se sont élargis à peine. Un micro-mouvement que seule une vieille femme habituée à observer les visages pouvait remarquer. « Excusez-moi un instant », a-t-elle dit d'une voix neutre, professionnelle. « Je dois vérifier quelque chose, avec le service juridique. » Elle s'est levée, emportant les papiers. Baptiste a bondi. « Quoi? Pourquoi? Tout est en ordre? » « Simple vérification, monsieur Chevalier. Procédure standard. » Noémie s'est penchée vers moi, son visage si proche que je sentais son souffle sur ma joue. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» a-t-elle sifflé entre ses dents. « Qu'est-ce que vous avez écrit, vieille folle ?» Vieille folle, c'était donc ça leur stratégie. Me faire passer pour sénile, pour une pauvre vieille femme qui ne sait plus ce qu'elle signe. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il explose. Mes mains tremblaient incontrôlablement maintenant. Baptiste faisait les 100 pas devant le bureau, composant fébrilement un numéro sur son téléphone. J'ai entendu le nom qu'il a murmuré. Arnaud. Arnaud, le frère de mon défunt mari. Mon beau-frère. Celui qui était venu pleurer à l'enterrement en me jurant qu'il serait toujours là pour moi. Celui qui, depuis 1 an, tournait autour de moi comme un vautour autour d'une carcasse. Madame Leroy est revenue accompagnée d'un homme en costume sombre que je ne connaissais pas, et derrière eux, 2 agents de police en uniforme. Tout s'est passé très vite alors. Les questions, les accusations, Baptiste qui niait tout, Noémie qui jouait la belle fille inquiète, moi qui pleurais sans pouvoir m'arrêter. On m'a séparé d'eux, on m'a emmené dans une autre pièce, on m'a donné un verre d'eau. Madame Leroy s'est assise en face de moi. « Madame Chevalier », a-t-elle dit doucement, « vous avez été très courageuse. Savez-vous ce que vous étiez sur le point de signer ?» J'ai secoué la tête, incapable de parler. Une procuration totale et irrévocable donnant à votre fils tous les droits sur vos biens. Appartement, compte, épargne. Tout. Vous auriez tout perdu. Les mots ont mis du temps à pénétrer dans mon cerveau. Tout. J'aurais tout perdu. L'appartement où j'avais mes souvenirs, mes photos, les dernières lettres de mon mari. L'argent que j'économisais pour Élodie, ma petite fille qui ne m'avait jamais entendu lui dire « je t'aime », mais qui lisait ces mots sur mes lèvres avec tant de douceur. « Mon fils », ai-je murmuré. « Mon fils m'a fait ça ?» Madame Leroy n'a rien dit. Elle m'a juste pris la main. Et dans ce geste simple, j'ai compris que ma vie, telle que je la connaissais, venait de se briser en 1000 morceaux. Dehors, par la fenêtre, je voyais la guillotière continuer sa vie. Les passants pressés sous la pluie. Les voitures, les lumières des commerces.
Le monde continuait de tourner indifférent au fait que mon univers venait de s'effondrer. J'ai repensé au matin même quand Baptiste était venu me chercher. « Habille-toi bien, maman, on va au centre-ville. » Comme si c'était une sortie agréable. Comme si on allait prendre un café à la Croix-Rousse après. Et je me suis souvenu d'autre chose aussi. Quelque chose que je n'avais pas vraiment remarqué sur le moment mais qui me revenait maintenant avec une clarté terrifiante. La veille, j'avais surpris une conversation téléphonique entre Baptiste et quelqu'un d'autre. Il disait « Elle signera. Elle me fait confiance. Demain, c'est réglé. Demain, c'était aujourd'hui. » Mon fils avait prémédité tout ça. Les heures qui ont suivi cette matinée à la banque sont floues dans ma mémoire. Comme une photographie surexposée, où les contours se perdent dans la lumière trop blanche. Je me souviens des mains de Madame Leroy, qui me tenaient fermement mais avec douceur, comme si elle craignait que je m'effondre sur le sol ciré de son bureau. Je me souviens du bruit des photocopieuses qui ronronnaient quelque part dans les couloirs, du téléphone qui sonnait sans arrêt, de la voix grave d'un des policiers qui interrogeait Baptiste dans une pièce adjacente. Mais surtout, je me souviens du silence. Ce silence pesant, épais, qui s'était installé entre mon fils et moi lorsque nos regards s'étaient croisés une dernière fois, avant qu'on le fasse sortir par une porte latérale. Dans ses yeux, j'avais vu quelque chose qui m'avait glacé le sang, ni de la colère, ni de la honte, mais une peur panique, viscérale, comme celle d'un animal pris au piège. « Madame Chevalier », m'avait dit le brigadier Moreau, un homme aux cheveux gris coupés courts qui sentait le tabac froid, « nous allons avoir besoin de votre déposition complète. Mais d'abord, regardez ces documents avec attention. » Il avait étalé devant moi les papiers que j'avais failli signer. Madame Leroy s'était penchée à mes côtés, ses lunettes glissant légèrement sur son nez, et avait commencé à m'expliquer ce que je n'avais pas pu lire dans la panique de ce matin-là. « Regardez ici, madame. Ce n'est pas une simple procuration temporaire. C'est un mandat de protection future avec clause d'irrévocabilité. » Son doigt fin suivait les lignes du texte juridique. « En signant ceci, vous auriez donné à votre fils Baptiste Chevalier le droit de vendre votre appartement du 47 rue de la République sans votre consentement. Vous voyez cette clause-là? Elle stipule également qu'il aurait eu accès immédiat et total à tous vos comptes bancaires, y compris votre livret A et votre plan épargne-logement. » Les mots tombaient comme des pierres dans un puits sans fond. Mon appartement, celui où j'avais emménagé après la mort de mon mari Pierre, il y a 8 ans. Celui que j'avais acheté avec l'argent de la vente de notre maison de campagne à Pérouges, cette petite maison avec le jardin de roses que Pierre entretenait chaque dimanche. Mon refuge, mon sanctuaire, l'endroit où chaque matin je prenais mon café en regardant les toits de Lyon rougir sous le soleil levant. Et ici, continuait Madame Leroy, sa voix se faisant plus grave, cette ligne concerne votre épargne. D'après nos dossiers, vous avez actuellement 92 000 € répartis entre différents comptes. 92 000 €, 15 années d'économie, 15 années à compter chaque centime, à refuser les restaurants avec mes amis du club de tricot, à porter les mêmes manteaux hiver après hiver. Et pourquoi? Pour qui? Pour ma petite Élodie. Ma gorge s'est serrée au point que j'ai cru étouffer. Élodie, ma petite fille de 12 ans, la fille de ma fille décédée Mathilde. Élodie qui était née sourde, qui vivait dans un monde de silence que je ne pouvais même pas imaginer. Élodie qui lisait sur mes lèvres avec une concentration si intense que parfois j'avais l'impression qu'elle voyait directement dans mon âme. C'était pour elle, cet argent. Tout était pour elle. Pour les meilleurs appareils auditifs que la technologie moderne pouvait offrir. Pour l'école spécialisée à Paris où elle pourrait apprendre la langue des signes française dans un environnement adapté. Pour son avenir, pour qu'elle ne soit jamais à la merci de personne, pour qu'elle soit libre et indépendante malgré son handicap. « Ma fille », ai-je murmuré, ma voix brisée par les sanglots qui montaient, « ma Mathilde », avant de mourir, elle m'a fait promettre, je ne pouvais plus parler. Les mots restaient coincés dans ma gorge comme des pierres trop grosses pour passer. Madame Leroy a posé doucement sa main sur mon épaule. « Je comprends, madame, prenez votre temps. » Mais je ne voulais pas prendre mon temps. Je voulais hurler. Je voulais que le monde entier sache ce que mon propre fils avait tenté de me faire. Mon fils, que j'avais allaité pendant 9 mois parce que c'était meilleur pour sa santé. Mon fils, dont j'avais veillé chaque nuit de fièvre, chaque cauchemar, chaque chagrin d'enfance. Elle me l'a fait promettre. Ai-je finalement réussi à articuler entre 2 hoquets. Sur son lit d'hôpital, le cancer la dévorait de l'intérieur. Elle pesait moins de 40 kilos. Ses cheveux étaient en partie depuis longtemps. Mais elle m'a pris la main avec la force qui lui restait et elle m'a dit « Maman, promets-moi,
Promets-moi que tu prendras soin d'Élodie, que tu la protégeras, que tu lui donneras ce que je ne pourrai jamais lui donner. » Le brigadier Moreau s'était détourné, gêné par l'intimité de ce moment. Mais Madame Leroy me regardait droit dans les yeux et dans son regard j'ai vu quelque chose qui ressemblait à de la compassion véritable. « Et c'est ce que vous avez fait, » a-t-elle dit doucement. « Vous avez tenu votre promesse. »« Oui, » ai-je chuchoté. Chaque mois je mettais de côté, même quand c'était difficile, même quand ma pension de retraite suffisait à peine. Je me privais de tout. Je n'ai pas changé mes lunettes depuis 6 ans, alors que je ne vois presque plus rien. Je porte des chaussures trouées que je cache sous mes pantalons, mais je mettais de l'argent de côté, pour elle, toujours pour elle. C'est alors que quelque chose m'est revenu en mémoire, un détail que j'avais enfoui dans un coin de ma conscience, un détail qui maintenant prenait tout son sens. « Attendez », ai-je dit en me redressant brusquement. Il y a environ 6 mois, Baptiste m'avait demandé combien j'avais économisé. Je lui avais dit, bêtement, naïvement. Je lui avais tout raconté. Le plan pour Élodie, l'école de Paris, les appareils auditifs. Il avait hoché la tête, il m'avait dit que c'était une belle chose que je faisais. Et puis, mon sang s'est glacé dans mes veines. Et puis, il m'avait dit, « Tu sais, maman, avec toutes ces économies, il faudrait vraiment que tu penses à mieux protéger ton argent. Et si tu tombais malade, et si tu ne pouvais plus gérer tes affaires, il faudrait mettre quelqu'un de confiance sur tes comptes, quelqu'un de la famille. » Madame Leroy et le brigadier Moreau ont échangé un regard entendu. C'était donc prémédité depuis longtemps, a murmuré Moreau en prenant des notes. Prémédité. Le mot résonnait dans ma tête comme une cloche funèbre. Mon fils avait planifié cela pendant 6 mois. 6 mois à me regarder dans les yeux, à m'embrasser sur les joues le dimanche quand il venait déjeuner, à me parler de la pluie et du beau temps, tout en sachant qu'il allait me dépouiller. Mais pourquoi ? Ai-je gémi. Pourquoi aurait-il besoin de cet argent à ce point ? Baptiste a un bon travail. Il est comptable dans une entreprise respectable. Noémie travaille aussi. Ils n'ont pas d'enfants, pas de grosses dépenses. Le brigadier Moreau a refermé son carnet et m'a regardé avec une expression qui mélangeait pitié et embarras. « Madame Chevalier, nous allons enquêter sur les motivations de votre fils. Mais je dois vous dire, ce genre d'affaires, ce n'est presque jamais simple. Il y a souvent des influences extérieures, des pressions, des dettes dont les familles ne savent rien, des influences extérieures. » Le mot a fait tilt dans mon esprit. « Arnaud » ai-je soufflé. « Pardon, Arnaud Chevalier, le frère de mon défunt mari, le beau-frère de Baptiste. » Ma voix tremblait mais devenait plus ferme. Ce matin, quand Madame Leroy est partie vérifier les documents, j'ai entendu Baptiste téléphoner. Il a dit le nom d'Arnaud. Il avait l'air paniqué. Le brigadier a rouvert son carnet. « Vous pensez que ce monsieur Arnaud Chevalier pourrait être impliqué ? » « Je ne pense pas, » ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. « J'en suis certaine. Mais je ne sais pas encore comment ni pourquoi. La police m'a raccompagné chez moi en fin d'après-midi. Le brigadier Moreau avait insisté pour qu'un agent reste avec moi quelques heures, par mesure de sécurité, disait-il. Mais je savais ce que cela signifiait vraiment. Il craignait que Baptiste ou Noémie ne reviennent me faire pression, ou pire encore, me faire du mal. Cette pensée me glaçait jusqu'aux os. Mon propre fils, une menace potentielle. L'appartement était exactement comme je l'avais laissé ce matin-là, mais tout me semblait différent. Les meubles familiers, le canapé en velours bleu que Pierre avait choisi, la bibliothèque en chêne remplie de livres jaunis, la photo encadrée de Mathilde à l'âge de 16 ans sur le buffet, tout cela me paraissait appartenir à une autre vie, à une autre femme qui croyait encore en la bonté de sa famille. J'ai fait chauffer de l'eau pour un thé que je ne boirais pas. Mes mains tremblaient tellement que j'ai renversé la moitié de la bouilloire dans l'évier. L'agent de police, une jeune femme aux cheveux courts nommée Durand, s'est approchée gentiment. « Madame Chevalier, vous devriez vous asseoir. Vous avez eu une journée éprouvante. » Éprouvante. Le mot était faible. Dévastatrice aurait été plus juste. Apocalyptique même. Comment appelle-t-on le moment où votre monde s'écroule et où vous réalisez que tout ce en quoi vous croyiez n'était qu'une illusion? Je me suis effondré dans mon fauteuil, celui près de la fenêtre où je passais mes soirées à tricoter en regardant la rue s'endormir. C'est là que l'agent Durand m'a posé la question qui allait me hanter pendant des semaines. « Madame, comptez-vous porter plainte contre votre fils ?» Porteur plainte. Contre Baptiste. Mon petit Baptiste qui avait appris à faire du vélo dans la cour de notre ancienne maison, qui pleurait chaque fois qu'il voyait un animal blessé, qui m'avait juré à l'enterrement de son père qu'il serait toujours là pour moi. Je ne sais pas, ai-je murmuré.
Ma voix était si faible que je me demandais si elle m'avait entendu. C'est mon fils, mon seul enfant. Si je le dénonce, il ira en prison. Sa vie sera détruite. L'agent Durand s'est assise en face de moi, ses yeux noisettes plantés dans les miens. Madame, avec tout le respect que je vous dois, c'est lui qui a tenté de détruire votre vie. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il vous a manipulé, menacé, forcé. Ce n'est pas de l'amour filial, c'est de l'abus de faiblesse. Abus de faiblesse. Le terme juridique qui résumait si froidement ce qui s'était passé. Mais les termes juridiques ne disaient rien des nuits où j'avais veillé Baptiste malade, des années où j'avais travaillé jusqu'à muser les doigts pour qu'il puisse étudier, des larmes que j'avais versées de joie le jour de son diplôme. Laissez-moi réfléchir, ai-je finalement dit. Je vous donnerai ma réponse demain. L'agent est parti vers 19h, après m'avoir laissé son numéro de téléphone et celui du commissariat. N'hésitez pas à appeler, même en pleine nuit, avait-elle dit avant de refermer la porte. Le silence qui a suivi son départ était assourdissant. Je suis resté assise dans mon fauteuil, incapable de bouger, regardant les ombres du soir s'allonger sur le parquet. Les lampadaires de la rue se sont allumés un par un, projetant leur lumière orange à travers mes rideaux. Quelque part dans l'immeuble, un voisin écoutait de la musique classique, du Debussy je crois. La vie continuait autour de moi, indifférente à mon effondrement. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Mon manteau, celui que je portais ce matin, était accroché au porte-manteau de l'entrée. Je ne me souvenais pas l'avoir mis là. La police m'avait raccompagné, mais je ne me rappelais pas être entré dans l'appartement ni avoir enlevé mon manteau. Les heures depuis ce matin n'étaient qu'un brouillard confus. Quelque chose m'a poussé à me lever et à fouiller les poches. La droite contenait mes clés et un mouchoir froissé. Mais dans la poche gauche, mes doigts ont touché quelque chose qui ne devrait pas être là. Un papier plié en 4. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Avec des gestes maladroits, j'ai déplié le papier. C'était un morceau arraché d'un carnet à spirale, avec des bords déchiquetés. Et dessus, écrit à la hâte avec un stylo qui bavait, une écriture que je connaissais par cœur. « Maman, pardonne-moi, je n'ai pas eu le choix. Il m'a dit que si je ne le faisais pas, il s'en prendrait à Élodie. Je t'en supplie, ne porte pas plainte. Laisse-moi régler ça. Arnaud est dangereux, plus dangereux que tu ne peux l'imaginer. Fais attention à toi. Je t'aime. Baptiste. » J'ai relu le message 3 fois, 4 fois, 10 fois, jusqu'à ce que les mots se brouillent devant mes yeux remplis de larmes. Il m'a dit que si je ne le faisais pas, il s'en prendrait à Élodie. Élodie, ma petite fille. Quelqu'un avait menacé ma petite fille. Arnaud est dangereux. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais l'image qui se formait était plus terrifiante que tout ce que j'avais imaginé. Baptiste n'agissait pas seul. Il n'agissait peut-être même pas de son plein gré. Il était manipulé, contrôlé, forcé par Arnaud. Mais qui était vraiment Arnaud Chevalier? Je l'avais toujours connu comme le frère cadet de Pierre, celui qui travaillait dans l'immobilier, qui conduisait une grosse Mercedes noire, qui portait des costumes trop chers et des montres qui brillaient au soleil. Celui qui, après la mort de Pierre, était venu à l'enterrement en pleurant toutes les larmes de son corps, me serrant dans ses bras en me promettant que j'aurais toujours une famille, qu'il serait là pour moi et pour Baptiste. Mais maintenant, les souvenirs me revenaient différemment, comme une photo qu'on regarde à la lumière et qui révèle des détails qu'on n'avait jamais vus. Les visites d'Arnaud qui s'étaient multipliées ces derniers mois, les conversations à voix basse avec Baptiste dans la cuisine, pendant que je faisais semblant de regarder la télévision au salon, les regards qu'ils échangeaient, chargés de non-dits et de tensions. Et puis il y avait cette fois, il y a environ 3 mois, où j'avais surpris une conversation téléphonique. Arnaud était dans le couloir, il ne savait pas que je venais de sortir de la salle de bain. Il parlait fort, avec cette arrogance qui le caractérisait. « Ne t'inquiète pas, la vieille signera ce que je voudrais. Elle fait confiance à son petit Baptiste chéri. Et si elle résiste, on a d'autres moyens de la convaincre. » Sur le moment, je m'étais dit que j'avais mal entendu, que c'était peut-être une conversation professionnelle concernant un de ses clients. Mais maintenant, je comprenais. C'était de moi qu'il parlait. De moi, la vieille, qui allait signer docilement. Je me suis levé, le billet toujours serré dans ma main tremblante. Mon esprit tournait à toute vitesse. Baptiste disait qu'Arnaud avait menacé Élodie. Mais comment? Quand? Et surtout, pourquoi avait-il un tel pouvoir sur mon fils? J'ai pensé appeler la police immédiatement, leur montrer le billet. Mais quelque chose m'en empêchait. La phrase de Baptiste résonnait dans ma tête. « Laisse-moi régler ça. » Mon fils, malgré tout ce qu'il avait fait, essayait peut-être de me protéger à sa manière tordue et désespérée.
Mais le protéger, lui, c'était mettre Élodie en danger. Et protéger Élodie, c'était peut-être condamner Baptiste. Pour la première fois de ma vie de mère, je me trouvais face à un dilemme impossible. Choisir entre mon fils et ma petite-fille. Choisir entre l'amour maternel et la justice. Choisir entre le pardon et la vérité. J'ai regardé par la fenêtre les lumières de Lyon qui scintillaient dans la nuit. Quelque part dans cette ville, Arnaud dormait tranquillement, convaincu que son plan fonctionnerait. Quelque part, Baptiste était probablement torturé par la culpabilité et la peur. Et quelque part, Élodie lisait peut-être un livre avant de dormir, ignorant totalement le danger qui planait au-dessus d'elle. J'ai replié le billet soigneusement et je l'ai caché dans le tiroir de ma table de nuit, sous mon rosaire et les lettres de pierre. Puis je me suis assise sur mon lit, dans le noir, et j'ai pris une décision. Je n'allais pas porter plainte. Pas tout de suite. J'allais attendre, observer, comprendre. J'allais découvrir qui était vraiment Arnaud et ce qu'il voulait. Et surtout, j'allais protéger Élodie, quoi qu'il m'en coûte. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que mon silence aurait des conséquences que je n'aurais jamais pu imaginer. 3 jours après l'incident à la banque, ma sœur Geneviève est venue me rendre visite. Elle avait 74 ans, 3 de plus que moi, et malgré son arthrose qui la faisait boiter légèrement, elle gardait cette vivacité d'esprit qui m'avait toujours impressionné. Nous n'étions pas particulièrement proches. La vie nous avait séparés géographiquement pendant des années, elle à Grenoble avec sa famille, moi à Lyon avec la mienne. Mais depuis la mort de Pierre, elle prenait soin de m'appeler chaque dimanche et de passer me voir au moins une fois par mois. Ce matin-là, elle est arrivée vers 10 heures avec un paquet de madeleines de chez Pralus, notre pâtisserie préférée depuis l'enfance. Mais son visage était grave, ses lèvres pincées en une ligne fine qui ne présageait rien de bon. « Mireille » a-t-elle dit en posant son sac sur la table de l'entrée. « Il faut qu'on parle. » Mon estomac s'est noué. Je savais déjà que cette conversation ne serait pas agréable. Je l'ai fait entrer dans le salon, j'ai préparé du thé, Earl Grey, celui qu'elle aimait, et nous nous sommes assises face à face, comme 2 généraux avant une bataille. « J'ai entendu des choses » a-t-elle commencé, ses mains ridées serrant sa tasse avec une telle force que j'ai cru qu'elle allait la briser. Des choses sur Baptiste, et sur toi, sur ce qui s'est passé à la banque. Comment tu sais ? Ai-je demandé, ma voix à peine audible. Lyon est une petite ville, Mireille. Les nouvelles circulent vite, surtout les mauvaises. Madame Perrin, tu sais, celle qui habite dans ton immeuble au 3e étage, elle a une cousine qui travaille à la Banque Populaire. Elle a parlé à sa fille, qui a parlé à son mari, qui connaît mon gendre. Elle a fait un geste vague de la main. Peu importe. Ce qui compte, c'est que j'ai entendu que Baptiste a essayé de te voler ton appartement. Les mots sont sortis de sa bouche comme des gifles. Voler, mon propre fils. L'humiliation m'a brûlé les joues. Ce n'est pas aussi simple, ai-je murmuré. Ah non ? Geneviève a posé sa tasse avec un bruit sec. Éclaire-moi alors. Parce que de ce que j'ai compris, ton fils et cette peste de Noémie t'ont traîné à la banque pour te faire signer une procuration qui leur aurait donné accès à tout. Tout, Mireille. Ton argent, ton appartement, ta vie. Il y a des circonstances. Ai-je commencé, mais elle m'a coupé. Des circonstances ? Quelles circonstances peuvent justifier qu'un fils vole sa propre mère ? Qu'il la menace ? Qu'il abuse de sa confiance ? Sa voix montait, tremblante de colère et d'indignation. Tu te rends compte que si tu n'avais pas écrit ce mot à la banque, tu aurais tout perdu ? L'argent que tu économises depuis 15 ans pour Élodie ? L'appartement que tu as acheté avec la vente de la maison de tes parents ? Elle savait pour Élodie. Bien sûr qu'elle savait. Geneviève avait toujours été proche de Mathilde, ma fille. Elle était là quand Mathilde est morte. Elle m'avait tenu la main pendant les funérailles. Elle avait pleuré avec moi dans le cimetière de Loyasse quand on avait mis ma fille en terre. Élodie est justement la raison de tout ça, ai-je dit finalement. Ma voix était ferme maintenant, portée par une détermination nouvelle. Baptiste m'a laissé un message. Arnaud l'a menacé. Il a dit que si Baptiste ne le faisait pas, il s'en prendrait à Élodie. Le visage de Geneviève s'est figé. Arnaud ? Arnaud Chevalier ? Le frère de Pierre ? Oui. Elle a reposé sa tasse et s'est enfoncée dans le canapé, comme si ses jambes ne la portaient plus. Mon Dieu, Mireille, Arnaud Chevalier. Elle a répété le nom comme si elle goûtait du poison. Je n'ai jamais fait confiance à cet homme. Jamais. Même quand Pierre était vivant, je trouvais qu'il avait quelque chose de faux, de calculateur. Qu'est-ce que tu veux dire ? Mon cœur battait plus vite maintenant. Geneviève a pris une profonde inspiration, comme quelqu'un qui s'apprête à révéler un secret longtemps gardé.
Tu te souviens de l'été 2015, quand Pierre est tombé malade pour la première fois? Je me souvenais. C'était 2 ans avant sa mort. Une pneumonie qui l'avait cloué au lit pendant des semaines. Arnaud venait nous voir régulièrement, apportant des fleurs, des fruits, des magazines. Le frère dévoué, inquiet pour son aîné. Oui, je me souviens. Eh bien, à cette époque, j'étais venu passer quelques jours chez vous pour t'aider à t'occuper de Pierre. Un soir, tard, je suis descendu chercher un verre d'eau dans la cuisine. Et j'ai entendu Arnaud au téléphone dans le jardin. Il ne savait pas que j'étais là. Elle a marqué une pause, ses yeux fixés sur un point invisible au-delà de la fenêtre. Il parlait d'argent, Mireille. Beaucoup d'argent. Il disait des choses comme « le vieux ne tiendra plus longtemps ». Et une fois qu'il sera parti, la veuve sera facile à manipuler. Je n'ai pas compris sur le moment. Je me suis dit que c'était peut-être une conversation professionnelle, qu'Arnaud parlait d'un de ses clients. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Il parlait de Pierre et de moi. Je le crois maintenant, oui. Geneviève a pris ma main, ses doigts noueux serrant les miens avec une force surprenante. Arnaud planifie cela depuis des années, Mireille. Depuis la maladie de Pierre, peut-être même avant. Les larmes me montaient aux yeux, mais je les ai refoulées. Il était temps d'être forte, pas fragile. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur lui? Sur ses affaires? Ma sœur a hésité, puis a continué. Pas grand-chose de concret, mais des rumeurs. Tu sais comment c'est dans notre milieu? Les gens parlent. On dit qu'Arnaud a des dettes de jeu, qu'il fréquente des casinos, pas les légaux, les autres, ceux où l'on perd des fortunes. On dit aussi qu'il a fait de mauvais investissements immobiliers, que plusieurs de ses projets ont échoué. Il y a même eu des histoires de fraude, de contrats falsifiés, mais jamais rien de prouvé. Des dettes de jeu, des fraudes. Les pièces continuaient à s'assembler, dessinant le portrait d'un homme désespéré, sans scrupules, prêt à tout pour sauver sa peau. Il y a autre chose, a ajouté Geneviève, sa voix se faisant plus basse, presque un murmure. La semaine dernière, je suis allé au marché de la Croix-Rousse. J'ai croisé Madame Bertrand. Tu te souviens d'elle? La voisine que tu avais à Pérouge, celle qui tenait la boulangerie? J'ai hoché la tête. Je me souvenais de Madame Bertrand, une femme douce qui faisait les meilleures tartes aux pommes de la région. Elle m'a dit quelque chose de bizarre. Elle m'a demandé si tu allais bien, si tu n'étais pas malade. Je lui ai dit que tu allais très bien, pourquoi cette question? Et là, elle m'a raconté que Noémie était venue la voir il y a quelques semaines. Noémie lui a dit que tu perdais la tête, que tu ne reconnaissais plus les gens, que tu laissais le gaz allumé, que tu oubliais où tu habitais. La rage m'a envahi comme une vague brûlante. Quoi? Noémie répand des rumeurs sur toi dans tout Lyon, Mireille. Elle te fait passer pour sénile. Elle construit une histoire selon laquelle tu as besoin d'être mise sous tutelle. Et tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Je savais. Si j'étais déclaré incapable de gérer mes propres affaires, un tuteur serait nommé. Et ce tuteur serait probablement Baptiste, poussé par Arnaud. Ils auraient alors légalement accès à tout ce que je possédais. C'est diabolique, ai-je murmuré. C'est criminel, a corrigé Geneviève. Et c'est pour ça que tu dois te battre, ma sœur. Tu dois aller voir la police, porter plainte, tout raconter. Tu dois te défendre avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment me défendre quand mon adversaire était mon propre sang? Comment me battre contre mon fils, sans le détruire complètement? Et comment protéger Élodie si je déclenchais une guerre ouverte? Je ne sais pas quoi faire, ai-je avoué, ma voix brisée par l'épuisement et le désespoir. Geneviève s'est levée et est venue s'asseoir à côté de moi. Elle a passé son bras autour de mes épaules, comme elle le faisait quand nous étions enfants et que j'avais peur de l'orage. Tu vas te battre, Mireille, parce que tu n'as pas le choix, parce que si tu ne le fais pas, ils gagneront, et ils ne s'arrêteront pas avec ton argent ou ton appartement. Ils détruiront tout ce que tu as construit, tout ce que tu as préservé pour Élodie. Cette nuit-là, après le départ de Geneviève, je suis allé dans ma chambre et j'ai ouvert le tiroir de mon buffet, celui où je gardais les papiers importants, les vieux documents, les souvenirs. Tout au fond, dans une enveloppe jaunie par le temps, j'ai trouvé ce que je cherchais. Des lettres de Pierre, écrites quelques mois avant sa mort. J'en ai ouvert une au hasard. L'écriture tremblante de mon mari, déjà affaibli par la maladie, s'étalait sur le papier. Les lettres de Pierre sentaient encore son eau de Cologne, ce parfum boisé qu'il portait depuis nos fiançailles. J'ai refermé les yeux un instant, submergé par la vague de souvenirs qui déferlait sur moi. Mon mari, mon Pierre, l'homme qui m'avait épousé en 1976 dans la petite église de Pérouge, qui m'avait donné 2 enfants, qui m'avait tenu la main pendant 40 ans. Mais ce n'était pas le moment de la nostalgie.
J'ai ouvert la première lettre datée du 15 mars 2017, 6 mois avant sa mort. Son écriture était déjà affectée par les tremblements, les lettres penchées, irrégulières. « Ma Mireille chérie, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Je dois te parler d'Arnaud, mon frère. Il faut que tu saches la vérité sur lui avant qu'il ne soit trop tard. Mon cœur s'est serré. Pierre savait. Il savait quelque chose sur son frère et ne me l'avait jamais dit de son vivant. Pourquoi? Par protection? Par honte? J'ai continué à lire, mes mains tremblant si fort que le papier bruissait comme des feuilles mortes. Arnaud n'est pas l'homme qu'il prétend être. Son entreprise immobilière est une façade. Depuis des années, il trempe dans des affaires louches. Blanchiment d'argent, fausses factures, contraintes truquées. J'ai découvert tout ça par accident, en trouvant des documents dans son bureau l'été où il m'a demandé de l'aider avec sa comptabilité. J'ai voulu l'affronter mais il m'a menacé. Il a dit que si je parlais, il détruirait notre famille, qu'il ferait en sorte que Baptiste soit impliqué dans ces magouilles. Baptiste. Déjà à l'époque, Arnaud utilisait mon fils comme monnaie d'échange. Les larmes coulaient maintenant sur mes joues, tombant sur le papier jauni et faisant baver l'encre par endroits. J'ai gardé le silence pour protéger notre fils. Mais je regrette, Mireille. Je regrette tellement. Parce que maintenant je sais qu'Arnaud attend ma mort. Il a déjà essayé de me faire signer des papiers l'année dernière, tu te souviens? Ces contrats de partenariat qu'il voulait que j'avalise. Je ne les ai pas signés, mais j'ai compris ses intentions. Il veut notre argent, notre maison, tout ce que nous avons construit ensemble. Je me souvenais vaguement de ces papiers. Pierre m'avait dit que c'était sans importance. Une simple formalité entre frères. Mais il mentait. Il me mentait pour me protéger de la vérité. Dans le buffet du salon, derrière la photo de notre mariage de Mathilde, il y a une enveloppe cachée. À l'intérieur, tu trouveras des copies de documents que j'ai réussi à prendre dans le bureau d'Arnaud, des preuves de ses fraudes. Je ne les ai jamais donnés à la police parce que je ne voulais pas détruire ma propre famille. Mais si quelque chose m'arrive, si Arnaud essaie de s'en prendre à toi ou aux enfants, tu dois les utiliser. Protège-toi, ma chérie. Protège Baptiste et Élodie. Et pardonne-moi de ne pas avoir eu le courage de me battre de mon vivant. La lettre se terminait par ces mots. Je t'aime aujourd'hui et pour toujours. Pierre. J'ai plié soigneusement la lettre et je me suis dirigé vers le salon comme une somnambule. Le buffet était là, contre le mur. Ce meuble ancien que nous avions acheté dans une brocante à Villeurbanne au début de notre mariage. Sur l'étagère du haut trônait la photo encadrée du mariage de Mathilde, radieuse dans sa robe blanche. Baptiste à ses côtés en costume cravate. J'ai soulevé le cadre avec précaution. Derrière, scotchée contre le bois du buffet, se trouvait une enveloppe Kraft, épaisse, scellée avec du ruban adhésif jauni par le temps. Sur l'enveloppe, l'écriture de Pierre, pour Mireille. À n'ouvrir qu'en cas d'urgence. L'urgence était là, maintenant, présente et suffocante. J'ai décollé l'enveloppe avec des gestes tremblants et je l'ai ouverte. À l'intérieur, une liasse de documents photocopiés, des contrats, des relevés bancaires, des factures, des lettres, et une clé USB avec une étiquette « Enregistrement, février 2016 ». J'ai étalé les papiers sur la table du salon et j'ai commencé à les examiner un par un. Je n'étais pas comptable, je n'y comprenais pas grand-chose, mais même moi je pouvais voir les anomalies. Des paiements à des sociétés qui n'existaient pas, des transferts d'argent vers des comptes offshore, des signatures falsifiées, et pire encore, sur plusieurs documents, le nom de Baptiste apparaissait comme co-signataire ou témoin. Mon fils était déjà piégé dans les machinations d'Arnaud depuis au moins 2016. Depuis 9 ans. Il était prisonnier de son oncle depuis tout ce temps. Et moi, aveugle et naïve, je n'avais rien vu. Un des documents a particulièrement attiré mon attention. C'était un contrat de vente d'un immeuble à Vénissieux, daté de mars 2016. Le vendeur était une certaine Madame Jeanne Dubois, 86 ans. L'acheteur, la société SARL Chevalier Immobilier, représentée par Arnaud. Le prix de vente 120 000 €. Mais dans les marges, écrit à la main par Pierre, une note, valeur réelle de l'immeuble, 350 000 €. Madame Dubois sous pression. Fils endetté utilisé comme levier. Arnaud avait donc déjà fait cela à quelqu'un d'autre. Il avait exploité la vulnérabilité d'une vieille dame en utilisant son propre fils comme moyen de pression. Et maintenant, il reproduisait exactement le même schéma avec moi et Baptiste. J'ai continué à fouiller dans les documents. Un autre contrat, celui-là concernant un terrain à mes yeux. Une autre victime, Monsieur Georges Marchand, 79 ans.
vendant son terrain à un prix dérisoire. Dans les marges, petite fille malade. Arnaud a promis de payer les soins si vente rapide. Arnaud n'était pas juste un escroc, c'était un prédateur. Un homme qui ciblait spécifiquement les personnes âgées et vulnérables, qui utilisait leurs proches comme otages émotionnels pour les forcer à céder leurs biens. J'ai pris la clé USB et je suis allé chercher mon ordinateur portable, celui que Baptiste m'avait offert pour mes 70 ans. Je ne m'en servais pas beaucoup, juste pour lire mes emails et regarder des recettes de cuisine. Mais je savais comment insérer une clé USB. Les fichiers se sont ouverts. C'étaient des enregistrements audio. 5 fichiers datés de février 2016. J'ai cliqué sur le premier. La voix de Pierre, faible mais reconnaissable, puis celle d'Arnaud, forte, arrogante. Tu ne comprends pas, Pierre, c'est du business. Ces vieux ne savent pas quoi faire de leurs biens. Je leur rends service. Tu les voles, Arnaud. Tu profites de leur faiblesse. Appelle ça comme tu veux, mais toi aussi, tu en profites. Cette maison où tu vis, tu crois qu'elle vient d'où? Une partie de l'argent que j'ai gagné a servi à payer tes soins médicaux l'année dernière. Un silence. Puis Pierre. Quoi? Tu ne le savais pas? Ta précieuse Mireille non plus. J'ai payé 15 000 € de frais hospitaliers que votre assurance ne couvrait pas. Alors ne viens pas me faire la morale. J'ai arrêté l'enregistrement, le cœur battant. C'était donc vrai. Arnaud nous avait aidés financièrement. Mais à quel prix? Et avec quel argent? Celui qu'il avait volé à des personnes innocentes? Le deuxième enregistrement était encore plus accablant. Arnaud parlait de ses méthodes pour convaincre les réticents. Si la vieille ne veut pas signer, on s'en prend à la famille. Un petit accident de voiture, un incendie mystérieux, quelques menaces bien placées. Les gens plient toujours quand on touche à ce qu'ils aiment. Les gens plient toujours quand on touche à ce qu'ils aiment. Élodie. Mon Dieu, Élodie. J'ai éteint l'ordinateur, incapable d'en écouter davantage. Les preuves étaient là, accablantes, irréfutables. Pierre avait risqué sa vie pour les collecter, pour me les laisser comme un dernier cadeau, une dernière protection. Mais que devais-je en faire? Si je les remettais à la police, Arnaud serait arrêté, certes, mais Baptiste aussi, probablement. Mon fils apparaissait sur trop de documents, son nom était trop souvent cité. Même s'il était manipulé, même s'il agissait sous la contrainte, la justice ne ferait pas forcément la différence. Et Arnaud l'avait dit lui-même dans l'enregistrement, il n'hésiterait pas à s'en prendre aux proches de ceux qui le menaçaient. Si je déclenchais une guerre, Élodie en paierait le prix. J'ai rassemblé tous les documents et je les ai remis dans l'enveloppe. Je devais les cacher, mais où? Pas dans l'appartement. Arnaud ou Noémie pouvaient venir fouiller n'importe quand. Pas à la banque non plus, trop risqué après ce qui s'était passé. C'est alors que j'ai eu une idée. Geneviève. Ma sœur était la seule personne en qui je pouvais avoir confiance absolument. Je l'appellerai demain matin, je lui confierai l'enveloppe. Elle la garderait en lieu sûr. Mais cette nuit-là, alors que je tentais de trouver le sommeil, j'ai entendu un bruit dans l'escalier. Des pas lents, mesurés, qui s'arrêtaient devant ma porte. J'ai retenu ma respiration, paralysé par la peur. Quelqu'un a essayé la poignée. 1 fois, 2 fois, puis plus rien. Le silence. Je me suis levé sur la pointe des pieds et j'ai regardé par le Judas. Il n'y avait personne. Mais par terre, glissé sous ma porte, une feuille de papier. Je l'ai ramassée avec des mains tremblantes. Un message, écrit en lettres découpées dans un magazine, comme dans les films. Si tu parles, la petite sourde ne verra jamais ses 13 ans. Le matin du 14 novembre, je me suis réveillé avec la certitude qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. La menace glissée sous ma porte 3 jours plus tôt était toujours dans mon sac à main, pliée soigneusement dans une pochette en plastique. Je ne l'avais montrée à personne, pas même à Geneviève. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces lettres découpées. Si tu parles, la petite sourde ne verra jamais ses 13 ans. Mais le brigadier Moreau m'avait appelé la veille. Sa voix était grave, officielle. Madame Chevalier, nous avons besoin de votre témoignage. Une audience préliminaire a été programmée au palais de justice. Votre présence est obligatoire. Obligatoire. Je n'avais donc plus le choix. Le silence que j'avais choisi de garder par peur et par amour maternel était en train de m'être arraché par la loi elle-même. Le palais de justice de Lyon se dressait sur la place Antonin-Poncet, imposant, sévère, avec ses colonnes de pierre qui semblaient porter le poids de toutes les injustices du monde. Je suis arrivé à 9 heures précises, accompagné de Geneviève qui avait insisté pour venir avec moi. Elle portait son manteau noir, celui des occasions sérieuses, et tenait mon bras avec une force rassurante. « Tu vas juste dire la vérité, Mireille.
me répétait-elle en montant les marches de marbre usées par un siècle de pas. La vérité, c'est tout ce qu'ils attendent de toi. Mais quelle vérité? Celle qui sauverait mon fils? Ou celle qui le condamnerait? Celle qui protégerait Élodie ou celle qui la mettrait en danger? Le couloir du tribunal sentait l'encaustique et le papier ancien. Des avocats en robe noire passaient rapidement, serrant des dossiers contre leur poitrine. Des familles attendaient sur les bancs, certaines pleurant, d'autres murmurant entre elles. J'ai reconnu quelques visages, des voisins, des connaissances qui détournèrent le regard en me voyant. La honte m'a brûlé les joues. Tout Lyon savait maintenant. La vieille Mireille Chevalier dont le fils avait essayé de la dépouiller. On m'a fait entrer dans la salle d'audience numéro 7. C'était une pièce haute de plafond, avec des boiseries sombres et des fenêtres qui laissaient filtrer une lumière grise et froide. La juge présidait derrière son bureau surélevé, une femme d'une 50aine d'années, au visage sévère, mais aux yeux étrangement doux. Elle s'appelait Madame Rousseau, avait dit le greffier. Et puis je l'ai vue, Baptiste, mon fils, assis au banc des prévenus, entre deux gendarmes. Il portait un costume froissé, sa cravate était mal nouée, ses cheveux n'étaient pas coiffés, mais c'était son visage qui m'a brisé le cœur. Il avait vieilli de 10 ans en quelques jours. Ses yeux étaient cernés, creusés, rougis par le manque de sommeil ou les larmes. Quand nos regards se sont croisés, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu chez mon fils. La défaite absolue. À côté de lui, Noémie. Elle, par contre, était impeccable. Tailleur gris, maquillage parfait, cheveux tirés en un chignon strict. Elle me fixait avec une haine pure et glaciale. Ses lèvres remuaient silencieusement, formant des mots que je ne pouvais entendre, mais que je devinais. Traîtresse, vieille garce, tu vas payer. L'audience est ouverte, a déclaré la juge Rousseau d'une voix claire qui a résonné dans la salle. Affaire numéro 2025-1847. Tentative d'abus de faiblesse sur personne vulnérable. Prévenu, Baptiste Chevalier et Noémie Leclerc Chevalier. Plaignante, Madame Mireille Chevalier. Plaignante. Le mot sonnait étrangement à mes oreilles. Je n'avais jamais voulu être plaignante. Je voulais juste être une mère, une grand-mère, une femme tranquille qui finissait sa vie dans la dignité. Le procureur s'est levé, un homme maigre aux lunettes rondes qui ressemblait à un professeur de lycée. Il a commencé à exposer les faits avec une précision clinique qui rendait tout encore plus horrible. Le 10 novembre 2025, Madame Mireille Chevalier, âgée de 71 ans, a été conduite par son fils et sa belle-fille à la Banque populaire de Lyon-Guillotière. Sous la pression et les menaces physiques, elle devait signer une procuration générale et irrévocable, donnant au prévenu Baptiste Chevalier accès total à ses biens, estimés à plus de 92 000 €, ainsi qu'à son appartement d'une valeur de 250 000 €. 250 000 €. Je n'avais jamais pensé à mon appartement en termes d'argent. C'était mon chez-moi, mes souvenirs, ma vie. Mais pour eux, ce n'était qu'un chiffre, une somme à saisir. Heureusement, continuait le procureur, Madame Chevalier a eu le courage d'alerter la directrice de la banque en écrivant un message de détresse sur les documents. Cet acte de bravoure a permis l'intervention immédiate des forces de l'ordre. Courage. On me créditait de courage, mais je ne me sentais pas courageuse. Je me sentais terrifiée, brisée, coupable. Madame Chevalier, m'a appelé la juge. Pouvez-vous vous approcher de la barre et nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là? Je me suis levée, mes jambes tremblant tellement que j'ai dû m'appuyer sur Geneviève pour avancer. Le greffier m'a fait prêter serment. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? J'ai levé la main, et j'ai dit oui, mais ma voix était si faible qu'on m'a demandé de répéter. Racontez-nous, madame. Alors j'ai raconté. Le matin gris de novembre. Le trajet jusqu'à la banque. Les mains de Noémie qui serraient mon bras jusqu'à me faire mal. La voix pressante de Baptiste. Les papiers que je ne pouvais pas lire. La peur qui montait en moi comme une marée. Et le moment où j'avais décidé d'écrire ces mots qui changeraient tout. « Pourquoi avez-vous eu peur ?» a demandé la juge. « Parce que ce n'était pas mon fils qui me parlait, ai-je dit, et pour la première fois, ma voix était ferme. C'était un étranger, quelqu'un que je ne connaissais pas, quelqu'un qui ne me regardait pas dans les yeux. Baptiste a baissé la tête. Ses épaules se sont affaissées. Aviez-vous conscience de ce que vous étiez sur le point de signer? Non. Ils m'ont dit que c'était juste des mises à jour administratives, que je n'avais pas besoin de lire, que je devais leur faire confiance. Et pourquoi ne leur avez-vous pas fait confiance? La question était simple, mais la réponse était complexe.
tissé de milliers de petits détails que j'avais ignorés pendant des mois. Les regards échangés entre Baptiste et Arnaud, les conversations qui s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce, les appels téléphoniques tard le soir, les visites de plus en plus fréquentes, tout cela formait un tableau que je n'avais pas voulu voir mais que mon instinct, quelque part, avait reconnu. Parce qu'une mère sait, ai-je finalement répondu. Même quand elle ne veut pas savoir, elle sait. C'est à ce moment que l'avocat de Baptiste s'est levé. Un homme jeune, trop élégant, avec un costume qui coûtait probablement plus cher que ma pension mensuelle. Madame la juge, j'aimerais soumettre à la cour des éléments nouveaux concernant cette affaire. La juge a froncé les sourcils. De quels éléments parlez-vous, maître Dumont? Mon client, monsieur Baptiste Chevalier, agissait sous la contrainte d'un tiers. Il était lui-même victime de menaces et de chantage de la part de son oncle, monsieur Arnaud Chevalier. Un murmure a parcouru la salle. Geneviève a serré ma main. Enfin, la vérité commençait à sortir. « Votre honneur », a continué l'avocat. « Nous demandons que monsieur Arnaud Chevalier soit cité à comparaître et que mon client soit reconnu comme victime plutôt que comme prévenu principal. » La juge a consulté ses documents, puis a regardé le procureur. « Monsieur le procureur, qu'en est-il de ce monsieur Arnaud Chevalier? Est-il impliqué dans votre enquête ?» Le procureur s'est levé, l'air embarrassé. « Nous avons des témoignages qui mentionnent son nom, mais nous n'avons pas encore assez de preuves concrètes pour l'inculper. Pas assez de preuves. Mais moi, j'avais les preuves. Dans mon sac, l'enveloppe que Pierre m'avait laissée, les documents, les enregistrements, tout ce qu'il fallait pour faire tomber Arnaud. J'ai regardé Baptiste. Il avait levé les yeux vers moi, et dans son regard, j'ai lu quelque chose qui ressemblait à de l'espoir mêlé de terreur. Il savait que j'avais les preuves. Il savait que je pouvais le sauver ou le condamner. « Madame la juge », ai-je dit soudainement, ma voix tremblante mais déterminée. « J'ai des documents, des preuves contre Arnaud Chevalier. Mon mari les avait cachés avant de mourir. » Le silence dans la salle était total, absolu. Même le greffier avait arrêté de taper. « Quels documents, Madame Chevalier ?» a demandé la juge en se penchant vers moi. « Des contrats frauduleux, des enregistrements audio, des preuves que mon beau-frère a escroqué des dizaines de personnes âgées au fil des années, et des preuves que mon fils était piégé dans ses machinations. Les jours qui ont suivi l'audience ont été les plus sombres de toute ma vie, plus sombres encore que les semaines après la mort de Pierre, plus sombres que les mois où j'ai regardé Mathilde se consumer sous les assauts du cancer. Parce que cette fois, la douleur ne venait pas du destin ou de la maladie, mais de ma propre famille. J'avais remis l'enveloppe de Pierre au procureur. Les documents avaient été versés au dossier. La clé USB avec les enregistrements accablants d'Arnaud avait été écoutée par la juge, le procureur, les avocats. Et maintenant, toute la vérité était exposée à la lumière crue des néons du palais de justice. Arnaud avait été arrêté le soir même de l'audience. Les gendarmes l'avaient retrouvé dans sa villa de Caluire et Cuire, en train de brûler des documents dans sa cheminée. Trop tard. Les preuves que Pierre avait collectées suffisaient largement. Escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse sur personnes vulnérables, menaces, chantage. La liste des charges était longue, interminable. Mais le prix de cette vérité était plus lourd que tout ce que j'avais imaginé. La famille entière s'était retournée contre moi. Les cousins de Pierre, que je n'avais vus qu'aux enterrements et au mariage, m'appelaient pour me crier dessus. « Tu as sali le nom des chevaliers !» hurlait tante Jacqueline au téléphone avant que je ne raccroche. « Tu aurais dû te taire et régler ça en famille. Régler ça en famille. » Comme si être dépouillé de tout ce que je possédais était quelque chose qu'on pouvait régler autour d'un café et d'une tarte aux pommes. Les voisins me regardaient différemment maintenant. Certains détournaient les yeux quand je les croisais dans l'escalier. D'autres chuchotaient sur mon passage. Madame Perrin, celle du 3e étage qui m'avait toujours salué chaleureusement, avait cessé de me parler. Son fils travaillait dans la même entreprise que Baptiste. Solidarité masculine sans doute. Au marché de la Guillotière où j'allais chaque jeudi matin depuis 15 ans, Monsieur Blanc, le poissonnier, m'avait servi avec une froideur glaciale. « Vous êtes la dame qui a envoyé son fils en prison », avait-il dit en pesant mes sardines, assez fort pour que les autres clients entendent. Les regards s'étaient tournés vers moi. Certains curieux, d'autres accusateurs. Je n'avais pas envoyé mon fils en prison. Pas vraiment. Baptiste avait accepté de témoigner contre Arnaud en échange d'une réduction de peine et d'un sursis. Il ne ferait probablement pas de prison ferme, mais il devrait payer une amende, effectuer des travaux d'intérêt général et surtout, vivre avec l'étiquette d'homme condamné pour le restant de ses jours.
Mais personne ne voulait entendre ces nuances. Pour tout le monde, j'étais devenue la femme qui a dénoncé son propre fils, la traîtresse, la mère indigne. Le pire était venu de Noémie. 3 jours après l'audience, elle était venue chez moi. J'avais eu la bêtise de lui ouvrir, pensant peut-être qu'elle voulait s'excuser ou au moins parler calmement. J'aurais dû savoir. J'aurais dû me méfier du silence trop calme dans l'escalier, de l'absence de pas précipités. Noémie était montée lentement, méthodiquement, comme un chasseur qui traque sa proie. Quand j'ai ouvert la porte, elle s'est ruée sur moi avec une violence que je n'aurais jamais cru possible. Elle m'a poussé contre le mur de l'entrée avec une force terrible. Ma tête a heurté le cadre d'une photo, celle de Mathilde enfant, qui s'est écrasée au sol dans un bruit de verre brisé. « Tu vas payer !» hurlait-elle, son visage déformé par la rage à quelques centimètres du mien. « Tu vas payer pour ce que tu as fait. Tu as détruit ma vie. Tu as détruit Baptiste. Tout ça pourquoi? Pour ton argent? Pour ta précieuse Élodie? » Elle a craché le nom de ma petite fille, comme on crache du poison. « Tu crois que tu es une bonne grand-mère? Tu crois que tu la protèges ?» Ses doigts s'enfonçaient dans mes bras, ses ongles traversant le tissu de mon gilet pour griffer ma peau. « Tu n'es qu'une vieille égoïste qui s'accroche à son argent. Si tu nous avais juste fait confiance, rien de tout ça ne serait arrivé. Lâchez-moi, ai-je réussi à articuler, la voix brisée par la peur et la douleur. Jamais. Elle m'a poussé encore plus fort, et j'ai senti mon dos percuter le coin de la table de l'entrée. Une douleur aiguë a explosé dans mon bas du dos, me coupant le souffle. Tu mérites de souffrir comme tu nous as fait souffrir. C'est Monsieur Ferreira, mon voisin portugais du 2e étage, qui a entendu les cris et est monté. Il a tiré Noémie en arrière et l'a tenue fermement pendant qu'elle continuait à hurler et à se débattre. « Appelez la police, Madame Chevalier !» a-t-il crié. Mais je ne pouvais plus bouger. La douleur dans mon dos était insupportable, et quelque chose d'encore plus douloureux se brisait en moi. C'était la dernière goutte. Le dernier coup porté à une vieille femme qui n'avait plus la force de se battre. Noémie est repartie en crachant des insultes, menaçant de revenir, promettant que je le regretterais. Monsieur Ferreira m'a aidé à m'asseoir sur le canapé et à appeler les urgences. On m'a emmené à l'hôpital Édouard Herriot où les médecins ont diagnostiqué une contusion sévère au niveau des lombaires et un traumatisme émotionnel aigu. J'ai passé 3 jours à l'hôpital. 3 jours durant lesquels je n'ai eu qu'une seule visite. Geneviève qui venait chaque après-midi, apportant des fruits que je ne mangeais pas et des magazines que je ne lisais pas. « Tu as fait ce qu'il fallait », me répétait-elle inlassablement. « Tu as protégé ton avenir et celui d'Élodie. Tu as arrêté un criminel. Tu es courageuse, Mireille. » Mais je ne me sentais pas courageuse. Je me sentais vieille, usée, brisée. Je pensais à Pierre, à ce qu'il aurait fait à ma place. Aurait-il eu le courage que je n'avais pas eu, celui d'affronter Arnaud de son vivant? Ou aurait-il continué à se taire comme il l'avait fait pour préserver l'illusion d'une famille unie? Le 4e jour, une assistante sociale est venue me voir. Elle s'appelait Madame Fontaine, une femme d'une 40aine d'années au visage doux et aux yeux fatigués de celle qui a vu trop de drames humains. « Madame Chevalier, je voulais vous parler d'Élodie. » Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce qu'elle a? Il lui est arrivé quelque chose? Non, non, elle va bien, mais sa tutrice légale, votre belle-sœur Marguerite, je crois, m'a contacté. Elle est inquiète. Avec tout ce qui se passe, l'arrestation d'Arnaud, les problèmes de Baptiste, elle craint qu'Élodie ne soit affectée psychologiquement. Marguerite, la sœur de mon défunt gendre, celle qui avait pris Élodie sous sa garde après la mort de Mathilde parce que je n'avais pas la santé pour élever une enfant sourde à plein temps. Une femme bien, juste, qui aimait Élodie comme sa propre fille. Est-ce qu'Élodie sait? Ai-je demandé, redoutant la réponse. Elle sait qu'il y a des problèmes dans la famille, mais Marguerite a essayé de la protéger des détails. Cependant, les enfants sentent les choses, Madame Chevalier. Même ceux qui n'entendent pas les conversations entendent le silence. Le silence. Élodie vivait dans le silence depuis sa naissance, mais maintenant, c'était un silence encore plus lourd, chargé de secrets et de blessures familiales. « Je veux la voir », ai-je dit. « S'il vous plaît, j'ai besoin de la voir. » Madame Fontaine a hésité. « Je vais en parler avec Marguerite. Mais Madame Chevalier, vous devez comprendre que dans l'intérêt de l'enfant, il faut parfois maintenir une certaine distance avec les situations traumatisantes. Distance. On voulait mettre de la distance entre moi et ma petite fille. Entre moi et la seule raison pour laquelle j'avais eu le courage de me battre. Cette nuit-là, seule dans ma chambre d'hôpital, j'ai pleuré comme je n'avais plus pleuré depuis la mort de Mathilde.
J'ai pleuré pour Baptiste, le fils que j'avais perdu quelque part entre ses mensonges et sa faiblesse. J'ai pleuré pour Pierre, qui était mort, en emportant ses secrets plutôt que de déchirer la famille. J'ai pleuré pour Élodie, qui allait grandir en sachant que sa grand-mère avait dû choisir entre elle et son oncle. Et j'ai pleuré pour moi, pour cette vieille femme de 71 ans qui n'avait voulu que protéger ce qu'elle aimait, et qui se retrouvait maintenant seule, rejetée, haïe par ceux-là même qu'elle avait essayé de sauver. 6 mois ont passé depuis le jour où tout a basculé. 6 mois durant lesquels la justice a suivi son cours lent et implacable. Arnaud a été condamné à 5 ans de prison ferme pour escroquerie, abus de faiblesse et menaces. Les victimes se sont multipliées au fil de l'enquête. 17 personnes âgées qu'il avait dépouillées au cours des 10 dernières années. Certaines étaient mortes sans jamais savoir qu'elles avaient été volées. D'autres ont témoigné avec des voix brisées, racontant comment elles avaient tout perdu. Baptiste a été condamné à 2 ans de prison avec sursis et 300 heures de travaux d'intérêt général. Le juge a reconnu qu'il avait agi sous la contrainte, mais que son silence et sa complicité avaient permis à Arnaud de continuer ses méfaits. Noémie a écopé d'une peine similaire, plus une interdiction de m'approcher à moins de 100 mètres pendant 5 ans. Ils ont déménagé à Marseille. Baptiste m'a envoyé une lettre il y a 2 mois. Une seule lettre, courte, écrite sur du papier quadrillé, comme celui qu'il utilisait à l'école primaire. « Maman, je ne sais pas si tu voudras lire ces mots, mais je dois les écrire. Je suis désolé pour tout. Tu avais raison de me dénoncer. Tu m'as peut-être sauvé la vie en m'empêchant de continuer sur ce chemin. Un jour, j'espère pouvoir te regarder dans les yeux à nouveau. Ton fils, Baptiste. » J'ai plié cette lettre et je l'ai rangée dans le tiroir de ma table de nuit, à côté du rosaire et des dernières lettres de Pierre. Je ne sais pas si je lui pardonnerai un jour. Le pardon n'est pas quelque chose qui se décide, c'est quelque chose qui vient ou pas, comme le printemps après l'hiver. Aujourd'hui, c'est le 15 mai. Le printemps lyonnais est magnifique, les platanes de la Guillotière sont couverts de feuilles vertes tendres, et l'air sent la glycine et le pain chaud des boulangeries. Je marche lentement vers la place Bellecour, accompagné de Geneviève qui ne m'a jamais lâché, même dans les moments les plus sombres. Nous avons rendez-vous au café Le Moulin à Poivre, celui avec la terrasse fleurie qui donne sur la fontaine, et nous attendons quelqu'un de très spécial. À 14 heures précises, je la vois arriver. Élodie, ma petite fille. Elle a maintenant 13 ans, elle a grandi de plusieurs centimètres, ses cheveux châtains tombent en cascade sur ses épaules, et elle porte les nouveaux appareils auditifs que j'ai pu lui offrir grâce à l'argent que j'ai finalement réussi à protéger. Des appareils de dernière génération, presque invisibles, qui lui permettent d'entendre les voix, la musique, le chant des oiseaux. Elle marche à côté de Marguerite, sa tutrice, une femme solide aux cheveux gris coupés courts qui a été la seule, avec Geneviève, à ne pas me juger pendant toute cette épreuve. Quand Élodie me voit, son visage s'illumine. Elle court vers moi, cette course maladroite des jeunes filles qui ne sont plus tout à fait des enfants mais pas encore des femmes, et se jette dans mes bras. « Mamie », dit-elle de sa voix particulière, cette voix de ceux qui n'ont jamais vraiment entendu leur propre son mais qui s'efforcent de le produire. « Tu m'as tellement manqué ». Je la serre contre moi, respirant l'odeur de son shampoing à la framboise, sentant la chaleur de son corps vivant et fort contre le mien. Les larmes coulent sur mes joues, mais ce sont des larmes différentes de toutes celles que j'ai versées ces derniers mois. Ce sont des larmes de soulagement, de gratitude, d'amour pur. Toi aussi, ma chérie, toi aussi tu m'as manqué. Nous nous asseyons à la terrasse. Marguerite commande des chocolats chauds pour tout le monde. Même si c'est le printemps, Élodie adore le chocolat chaud et des parts de tarte au citron meringué. Élodie me raconte son école, ses amis, le nouveau professeur de langue des signes qui est super cool, ses progrès en mathématiques, le voyage scolaire prévu à Paris l'année prochaine. Je l'écoute avec une attention absolue, lisant sur ses lèvres, observant ses mains qui signent parfois pour compléter ses phrases, m'émerveillant de cette vie qui continue, qui grandit, qui s'épanouit malgré tout. « Mamie », dit-elle soudainement, son visage devenant plus sérieux. Marguerite m'a expliqué. Pour oncle Baptiste et pour le méchant monsieur. Elle m'a dit que tu as été très courageuse. Le méchant monsieur. Arnaud était devenu le méchant monsieur dans l'esprit d'Élodie. Peut-être était-ce la meilleure façon de comprendre tout cela à 13 ans. Je ne sais pas si j'ai été courageuse, dis-je en prenant ses mains dans les miennes. J'ai juste fait ce que je pensais être juste. Pour toi. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Je sais, répond-elle avec cette sagesse étonnante des enfants qui ont déjà connu la perte et la douleur. Maman,
Ma vraie maman, elle m'aurait dit merci. Elle aurait été fière de toi. Mathilde, ma fille. Son fantôme est présent à cette table, invisible mais réel. Nous bénissant toutes les deux. J'imagine son sourire, celui qu'elle avait quand elle tenait Élodie nouveau-née dans ses bras à l'hôpital, celui qu'elle a gardé même quand le cancer la dévorait. « Et toi, Élodie, tu es fière de ta mamie ?» demande Geneviève avec un sourire tendre. Élodie hoche vigoureusement la tête. « Super fière. Mamie est comme une super-héroïne. Elle a battu les méchants. » Nous rions toutes, et ce rire est un baume sur mes blessures encore ouvertes. Marguerite me regarde avec reconnaissance et respect. « Vous avez sauvé plus que votre argent, Mireille. Vous avez sauvé votre dignité, et vous avez donné une leçon de courage à cette petite. » Après le café, nous marchons toutes les quatre le long des quais de Saône. Le soleil décline doucement, projetant des reflets dorés sur l'eau. Des bateaux-mouches passent, remplis de touristes qui photographient les façades colorées du vieux Lyon. La vie continue, indifférente aux drames individuels belles et implacables. Élodie court devant nous, s'arrêtant pour regarder les bouquinistes, caressant un chat errant qui ronronne sous ses doigts. Je la regarde avec un mélange d'amour et de mélancolie. Elle est l'avenir. Elle est la raison pour laquelle j'ai tenu bon. Avec l'argent protégé, j'ai créé un fonds en fiducie pour elle. Elle aura tout ce dont elle a besoin pour ses études, pour ses appareils auditifs, pour son avenir. Même après ma mort, elle sera à l'abri. C'était la promesse que j'avais faite à Mathilde, et c'est la promesse que j'ai tenue. Quant à moi, je vis toujours dans mon appartement de la rue de la République. Il est plus silencieux maintenant, plus vide. Mais c'est mon silence, mon vide. Personne ne peut me les prendre. Les voisins qui me snobaient ont fini par se lasser. Certains m'ont même présenté leurs excuses, gênés, murmurant qu'ils avaient mal compris, qu'ils regrettaient. Je ne leur en veux pas. Les gens jugent rapidement et comprennent lentement. C'est la nature humaine. Ce soir, quand je rentre chez moi après avoir raccompagné Élodie et Marguerite à la gare, je m'assieds dans mon fauteuil près de la fenêtre, celui où je tricote, où je regarde la rue s'endormir. Le vent de la guillotière souffle doucement, agitant les rideaux, apportant avec lui l'odeur du printemps et des promesses. Je pense à tout ce chemin parcouru, du matin où j'ai écrit « Au secours » sur un papier bancaire jusqu'à ce jour de mai où j'ai pu serrer ma petite fille dans mes bras. J'ai perdu mon fils en cours de route, mais peut-être avec le temps le retrouverai-je. Ou peut-être pas. Certaines cassures ne se réparent jamais complètement. Mais j'ai appris quelque chose d'essentiel. L'amour véritable n'est pas toujours doux et conciliant. Parfois, l'amour doit être féroce. Parfois, aimer quelqu'un signifie le protéger, même quand il ne veut pas être protégé. Parfois, aimer signifie dire non, résister, se battre. J'ai appris que la vieillesse n'est pas synonyme de faiblesse. Que 71 ans ne signifie pas qu'on doit se laisser faire. Que la dignité n'a pas d'âge. Et surtout, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est cette main tremblante qui écrit au secours quand tout en vous hurle de rester silencieux. Le courage, c'est cette voix brisée qui dit la vérité quand le mensonge serait tellement plus facile. Dehors, le vent continue de souffler sur la guillotière, emportant avec lui les derniers vestiges de l'hiver. Et moi, Mireille Chevalier, vieille femme de 71 ans qui a survécu à la trahison, à la solitude et au jugement, je respire cet air nouveau et je souris, parce que je suis toujours là, debout, vivante, libre. The End. L'histoire de Mireille nous rappelle une vérité déchirante. Parfois, aimer quelqu'un signifie avoir le courage de lui dire non, même quand ce non déchire notre propre cœur. Elle a dû choisir entre protéger son fils ou sauver l'avenir de sa petite fille, entre le silence complice qui aurait préservé l'apparence d'une famille unie et la vérité brutale qui l'a condamnée à la solitude et au jugement. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous trouvé la force d'écrire ce mot de détresse sur ce papier bancaire? Auriez-vous eu le courage de briser votre propre famille pour sauver ce qui restait de juste et de vrai? Cette histoire nous enseigne que la dignité ne se négocie pas, que l'âge n'est pas synonyme de faiblesse, et que le véritable amour exige parfois des sacrifices qui nous brisent. Mireille a payé le prix fort pour sa vérité, mais elle a sauvé son âme et l'avenir de celle qu'elle aimait le plus. Son courage nous interroge sur nos propres limites, sur ce que nous serions prêts à sacrifier pour protéger ceux que nous aimons. Parfois, la main qui tremble est celle qui tient le plus fermement la justice. Si cette histoire vous a touché, ému ou fait réfléchir, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce levé et partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour se battre.
Vos commentaires et votre soutien donnent vie à ces histoires et nous encouragent à continuer. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.